Il y a un total détournement effectivement de la pensée scientifique même, de la méthode scientifique même, pour essayer d'imposer une parole dogmatique en fait. Donc c'est une perversion totale. Ce qui est extrêmement grave pour moi, c'est que les choses sont allées beaucoup trop loin et que les gens qui ont été compromis en fait dans la justification des décisions liberticides et sans doute mortifères qui ont été prises, eh bien, ces gens-là ne peuvent plus faire face en fait, à leurs responsabilités. Si vous voulez, vous arrivez à une logique qui est celle de la logique de la guerre civile, en fait, qui est effectivement une société complètement scindée, irréconciliable, dans laquelle la lutte pour la vérité est une lutte à mort, en fait. Bonjour Vincent Pavant, vous êtes Bonjour. mathématicien, maître C'est de ça. conférences et chercheur à l'université d'Aix-Marseille. Alors vous avez revu le premier volet de l'étude Comcore qui porte sur les lieux et les circonstances de contamination au virus SARS-CoV-2, une étude épidémiologique coordonnée par le professeur Arnaud Fontanet, qui est membre de l'Institut Pasteur. Cette étude a été menée en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie, Santé publique France et l'Institut de sondage Ipsos. Elle a été notamment citée par Jean Castex au mois de décembre 2020 pour justifier le maintien de la fermeture des cafés et des restaurants, qui avait été décidé à la fin du mois d'octobre dans le cadre du deuxième confinement. Pour vous, cette étude n'a rien de scientifique. Vous dites qu'elle présente plusieurs biais méthodologiques, des incohérences, voire même serait frauduleuse. Oui, voilà, tout à fait. Une étude dont on entend parler au niveau national par Jean Castex dans une interview qu'il va donner effectivement chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 le 15 décembre, et où il annonce enfin qu'une grande étude scientifique coordonnée par le professeur Fontanet, donc comme vous l'avez rappelé, eh bien, vient enfin prouver que c'est effectivement dans un certain nombre d'endroits de socialisation, disons, qu'on se contamine le plus. Et il va avoir cette phrase assez incroyable pour dire, pour une fois, la science rejoint le bon sens. Parce qu'effectivement, en fait, les fermetures des salles de sport, des discothèques, des bars, des restaurants, etc., avaient été décidées d'être prolongées après le confinement. Et effectivement, on se demandait un peu pourquoi. Est-ce qu'on était vraiment sûr qu'il y avait des risques particuliers dans ces lieux-là? Et Castex, le 15 décembre, annonce que oui, parce qu'il a les prémices des résultats de l'étude de Fontanet. Et donc, il dit que c'est en gros une étude scientifique qui va venir prouver ça. Bon. Alors, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de science dans l'étude Comcore. Bon, l'étude Comcore, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est en fait un sondage qui a été réalisé, donc en partie par la Caisse nationale d'assurance maladie qui va envoyer des questionnaires à des gens malades, et d'autre part l'Institut Ipsos qui va envoyer un sondage, le même sondage en fait, à une cohorte de gens qui ne sont pas malades. Et c'est la comparaison des réponses sur ces deux cohortes en fait qui va dire si oui ou non effectivement on calcule ce qu'on appelle les facteurs de risque associés à la fréquentation de certains lieux effectivement de socialisation. Bon. Donc, ce n'est pas du tout une étude scientifique, c'est une étude par sondage. On se rapproche, si vous voulez, d'un sondage de type sondage politique avant des élections, etc. Dans le principe, d'ailleurs, le sondage est assez ridicule parce qu'il suppose que les personnes qu'on interroge sauraient elles-mêmes exactement comment et où elles se sont contaminées. Bon, ce qui est assez drôle parce que les principes de transmission du virus, justement, c'est une des grandes inconnues en fait, de cette épidémie. On ne sait pas si c'est par les mains, si c'est par les voies aérosols, avec quelle notion de proximité associée, quelle notion de dose pathogène, ce genre de choses. Donc on ne sait vraiment pas grand-chose. Et donc, quand on lit l'étude et qu'on voit que dans cette étude, déjà, les auteurs font la supposition que les personnes sauraient comment elles se sont infectées, bon, on est un petit peu surpris parce que c'est une des plus grandes questions en fait, qui est posée par la propagation de ce virus. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, donc, quand vous faites ce genre d'études, ce qu'on appelle par comparaison des cohortes, en fait, une cohorte de gens malades, une cohorte de gens pas malades, et vous posez à ces deux cohortes les mêmes questions sur leurs habitudes. Bon. Mais avant cela, vous avez l'obligation de faire ce qu'on appelle un appariement des cohortes, c'est-à-dire que vous devez éliminer certains biais dans la composition des gens que vous étudiez, parce que sinon vous comparez en gros des choux et des navets, si vous voulez, ça n'a pas beaucoup de sens.
Et donc là, on voit déjà apparaître des biais très suspects en fait dans la composition des cohortes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que méthodologiquement, on a d'abord en gros demandé à Ipsos de sélectionner 1713 personnes pour pouvoir les interroger sur leurs habitudes effectivement de déplacement, de fréquentation, etc., d'endroits où ils vont. Bon. Et dans ces 1700 personnes, vous avez une certaine composition de classe d'âge, une certaine répartition géographique. Et donc, en fait, quand vous allez vouloir choisir une cohorte de cas malades pour la comparer donc, à cette cohorte de cas témoins non malades, eh bien, il va bien sûr falloir la choisir de sorte que eh bien, ces variables d'âge, ces variables effectivement de répartition géographique, en fait, soient les mêmes que pour la cohorte des cas témoins choisis par Ipsos. Donc, et là, on voit déjà apparaître quelque chose, c'est que dans la cohorte des cas, donc, qui est issue de la CNAM, en fait, on va avoir une surreprésentation des jeunes par rapport à la cohorte des cas Ipsos, ce qui risque d'amener immédiatement un biais en fait, dans la comparaison, puisque s'agissant de la fréquentation des bars et des restaurants, par exemple, on peut imaginer donc, que la tranche des 19-38 ans qui est surreprésentée dans la cohorte des cas, en fait, a des habitudes de fréquentation des bars en particulier qui va être plus importante que effectivement celle des plus de 70 ans qui est en fait surreprésentée dans la cohorte des témoins. Bon. Donc, contrairement d'ailleurs à ce qui a été annoncé dans l'analyse du 17 décembre, il n'y a pas d'appariement en fait sur les catégories d'âge en fait dans cette étude, ce qui fait que naturellement, quand vous allez interroger les malades sur eh bien, leurs habitudes de fréquentation des bars et des restaurants, naturellement, vous aurez plus de fréquentation, vraisemblablement parce qu'il y a une surreprésentation des jeunes. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu en fait eh bien, une affirmation totalement fallacieuse de la part des auteurs sur l'idée qu'on avait apparié comme il fallait du point de vue statistique, donc les gens malades et les gens pas malades. Bon. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous faites ce genre d'études, donc vous allez sur les deux cohortes, vous allez effectivement poser une question genre, bon, donc fréquentez-vous les restaurants? Les gens répondent par oui, non, et après vous faites ce qu'on appelle l'étude d'un facteur de risque, et ce facteur de risque, vous l'annoncez, hein, c'est une variable, disons, statistique, vous l'annoncez dans ce qu'on appelle un intervalle de confiance, et dans ce genre d'étude, donc, il faut choisir des intervalles de confiance à ce qu'on appelle 95%, de sorte de vraiment tenir compte des incertitudes dans les réponses. Bon. Dans l'étude, en fait, ils vont en fait utiliser des intervalles de confiance à 50%, ce qui aura pour effet mathématique et mécanique, du point de vue méthodologique, en gros, d'inventer des facteurs de risque qui n'existent pas. Et donc, en fait, d'avoir des conclusions totalement erronées sur les endroits, les lieux, effectivement, qu'on fréquente et qui auraient donc une influence sur la transmission du virus. Donc ça, c'est un deuxième biais méthodologique, si vous voulez, qui fait que ce n'est pas très sérieux dans ce genre d'études qui est par nature très, très fragile, de prendre des intervalles de confiance qui sont petits. C'est absolument invraisemblable. Pourtant, c'est ce qui a été fait. Quand vous essayez de refaire les calculs qui sont présentés donc, dans l'étude Comcore, hein, que vous pouvez télécharger, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a donc des biais dans la composition des populations et des biais dans effectivement les intervalles de confiance qui sont donnés. Et puis, pour finir, et donc là où c'est le plus grave, si vous voulez, c'est qu'il y a des incohérences. Bon. En particulier, sur la question particulière des bars et des restaurants, en fait, quand vous regardez l'étude Comcore, ce que j'ai pu détailler dans une vidéo du Conseil scientifique indépendant, c'est qu'il y a 3 questions qui sont posées sur la fréquentation des bars, des restaurants dans cette étude-là. La première question, dans l'ordre chronologique où elles apparaissent dans l'étude, c'est avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants? Donc c'est une première question, et puis les gens répondent oui, non, en fait, dans la cohorte des cas et dans la cohorte des témoins, en fait. La deuxième question, c'est avez-vous fréquenté des bars? Et la troisième question, c'est avez-vous fréquenté des restaurants? Alors c'est très bizarre de poser ces 3 questions-là, parce qu'en fait, manifestement, elles sont redondantes. On ne voit pas pourquoi poser une question de fréquentez-vous les bars ou les restaurants, quand par ailleurs, vous posez la question, fréquentez-vous les bars et ensuite fréquentez-vous les restaurants. Donc il y a un petit problème qu'on ne comprend pas ici. Et de toutes les questions de type direct qui sont posées en fait, dans l'étude, il y en a 35 en fait, c'est la seule fois où vous aurez une redondance en fait, dans les questions. Donc il y a quelque chose de manifestement un peu artificiel. D'autant plus artificiel que la question sur fréquentez-vous les bars ou les restaurants, eh bien, vous pouvez en fait la reconstruire vous-même. Hein, si dans un sondage, vous posez une question sur fréquentez-vous les bars, puis ensuite sur fréquentez-vous les restaurants, bah, vous pourrez reconstruire tout seul, comme un grand,
la réponse à la question « Fréquentez-vous les bars ou les restaurants ?» Donc, il n'y a absolument pas besoin de poser cette question-là, et ce d'autant moins que la sémantique du « ou » dans les sondages est ambiguë, puisque en langage naturel, en français, donc le « ou », quand il signifie fromage ou dessert, est un « ou » exclusif, c'est l'un ou l'autre et pas les deux. Par contre, si vous posez la question eh bien, fréquentez-vous les bars ou les restaurants, manifestement, ça doit vouloir dire l'un ou l'autre ou les deux. Bon, donc en fait, sémantiquement, en général, on évite de poser dans les sondages des questions avec des connecteurs parce que les connecteurs ne sont pas compris de la même manière pour tout le monde et donc en gros, les personnes ne répondent pas à la même question, d'où le fait qu'en général, on pose séparément la question sur la fréquentation des bars, ensuite sur la fréquentation des restaurants et par ailleurs, on reconstruira après en connaissant les réponses à ces deux questions, eh bien, la question avec le connecteur sémantique. Bon. Donc, c'est déjà très bizarre, si vous voulez, qu'on pose ces deux questions-là. Et le seul intérêt qu'il y a pour un mathématicien d'avoir les trois questions, donc fréquentez-vous les bars, fréquentez-vous les restaurants, fréquentez-vous les bars ou les restaurants, c'est qu'avec la connaissance précise de ces trois questions, vous êtes capable de reconstruire la réponse à la question fréquentez-vous les bars et les restaurants. Donc, ce qui est une fréquentation, on va dire, un peu plus poussée de la part de ceux qui sortent. Et si vous avez les réponses honnêtes à ces trois questions-là, en fait, vous êtes capable de construire donc, la réponse à la question « Fréquentez-vous les bars et les restaurants ?» Et donc, vous êtes capable du coup, d'aller construire le facteur de risque associé à la fréquentation des bars et des restaurants. D'accord ? Et si l'étude avait un sens, eh bien, on s'attendrait à ce que le facteur de risque associé à la fréquentation des bars et des restaurants soit supérieur à tous les autres. Puisque si vous allez dans les bars et les restaurants, vous sortez un peu plus, et puis vous avez manifestement plus de risques que d'aller dans les deux, que d'aller dans l'un, dans l'autre ou dans les deux. Bon. Et quand vous faites ce petit calcul-là, donc que moi j'ai fait dans l'étude Comcore, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas de facteur de risque au fait de fréquenter des bars et des restaurants. Et donc, ce petit calcul-là, qui est très simple à faire, en fait, montrait que de toute façon, l'étude était incohérente et que donc, on ne pouvait absolument pas déduire des réponses qui étaient données au sondage, en fait, qu'il y avait des risques particuliers à fréquenter les bars et les restaurants, puisque en reconstruisant proprement la question de la fréquentation des bars et des restaurants, il n'y avait aucun facteur de risque. Donc, si vous voulez, il y avait une incohérence majeure qui faisait que de toute façon, on ne pouvait pas prendre au sérieux les facteurs de risque tels qu'ils avaient été calculés sur les autres questions. Bon, donc, ça, c'est une chose, mais en fait, pour reconstruire cette question là, sur la fréquentation des bars et des restaurants, vous vous rendez compte qu'il y a un petit souci dans l'étude, c'est que, à la question, donc, fréquentez-vous les bars ou les restaurants, tout le monde a répondu, et que quand vous allez voir en fait le détail, fréquentez-vous les bars, il y a tout d'un coup 232 personnes qui ne répondent pas, et pareil, fréquentez-vous les restaurants, il y a 232 personnes qui ne répondent pas. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible que vous ayez des non-réponses à ces questions-là. D'ailleurs, je fais remarquer que sur les 35 questions de type direct ou non qui ont été posées dans le sondage, donc il n'y a que ces deux questions-là auxquelles, manifestement, des gens ne sauraient pas répondre. Ce qui est absolument hallucinant parce que d'un point de vue statistique, c'est pas possible. D'un point de vue logique, c'est pas possible, puisque normalement, la question sur le « où », elle a été bien reconstruite à partir des questions sur les bars et sur les restaurants. Donc, du coup, il ne peut pas y avoir de données manquantes si vous faites ça honnêtement. Et du point de vue méthodologique, de toute façon, si vous avez des non-réponses dans ce genre de sondage, vous les enlevez, parce que ça veut dire que si les gens ont répondu à la question « où » sans répondre aux deux autres, en fait, c'est qu'ils n'avaient pas bien compris la question, qu'ils étaient un petit peu ailleurs, et que donc, il n'y a aucune valeur, en fait, effectivement, à la réponse qu'ils ont donnée. Donc, si vous voulez, du point de vue méthodologique, du point de vue logique, du point de vue statistique, c'est impossible qu'il y ait des non-réponses. Donc, là, clairement, il y a une fraude. Et cette fraude, en fait, elle est faite pour vous empêcher de reconstruire de manière exacte, en fait, ce qui fait que vous ne pouvez le faire que de manière approchée, mais ça vous empêche de reconstruire de manière exacte donc l'incohérence que j'ai signalée. Et donc, il est évident pour moi qu'il y a eu un trucage des données à ce niveau-là. On a voulu empêcher les gens de reconstruire cette incohérence. Et j'y crois d'autant plus à ce que je dis que dans la nouvelle mouture de Comcore, donc celle qui a été donc rendue publique le 3 mars 2020, eh bien, on a supprimé les deux questions justement qui posaient problème. On a juste gardé sur la nouvelle mouture de Comcore, donc la fréquentation sur les bars ou les restaurants, et on a zappé les deux autres questions, en fait, précisément celles dont j'ai découvert, à mon avis, qu'elles avaient été complètement bidées. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. On a voulu, en gros, essayer de masquer une incohérence en trafiquant des résultats.
Et puis, du coup, dans l'étude suivante, on s'est rendu compte que il valait mieux supprimer effectivement ces deux questions qui permettaient de reconstruire l'incohérence et donc de ne garder qu'une seule question, qu'il est tout loisible de considérer qu'on l'a aisément manipulée. Donc voilà pour effectivement les gros biais de cette étude. Donc d'abord, un biais dans l'appariement des populations, qui fait qu'il n'y avait pas, donc, sur l'étude du 17 décembre 2020, il n'y avait pas effectivement d'homogénéité statistique sur les âges, qui introduisait de toute façon un biais. Et puis donc, un biais également sur les intervalles de confiance, et donc un biais ici sur cette question de fréquentation des bars ou des restaurants, où vous montrez clairement que les non-réponses qui sont introduites ne peuvent pas exister. Donc du coup, si vous voulez, ça a amené à se demander ce qui se passait un petit peu dans cette étude-là. Et en fait, c'est l'idée que j'en ai, si vous voulez, c'est que quand vous la lisez, vous voyez que les réponses aux facteurs de risque, en fait, sont un peu trop ceux qu'on attendait. Il y a eu, évidemment, avant cette étude-là, des affirmations des responsables, de l'exécutif, sur le fait que, eh bien oui, effectivement, on se contaminait dans les salles de sport, on se contaminait effectivement dans les discothèques, on se contaminait dans les bars, dans les restaurants, dans les salles de spectacle, etc., etc. Et qu'à contrario, on ne se contaminait jamais, bien sûr, dans les transports en commun. Et en fait, toutes ces questions-là, qui étaient et qui restent des affirmations péremptoires sans aucune étude fiable, en fait, eh bien, curieusement, l'étude Comcor va les confirmer une par une, exactement comme elles ont été d'abord annoncées par l'exécutif, si vous voulez. Et il faudrait qu'une enquête judiciaire, pénale, je pense, détermine exactement dans quelles circonstances cette étude a été faite. Mais si vous voulez, les réponses tombent un petit peu toujours trop dans le sens de celles qui ont été annoncées, avec, comme on l'a vu, des biais manifestes. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'une fois que la cohorte des cas témoins a été choisie, si vous voulez, par Ipsos, il y avait un grand échantillonnage possible qui pouvait être fait donc, sur la cohorte des cas. Et mon sentiment, c'est qu'on a un petit peu choisi, si vous voulez, la cohorte des cas, telle que quand on calculait les facteurs de risque, ça tombait exactement sur ce qu'on voulait. Donc je pense que moi, il y a eu une construction inverse. C'est-à-dire qu'on est parti des réponses. Voilà ce qu'on voulait. On voulait qu'il n'y ait pas de contamination a priori dans certains magasins, qu'il n'y ait pas de contamination quand on laisse ouvert, dans les transports en commun, parce que, etc. Et qu'a priori, on voit des facteurs de risque dans les restaurants, les bars, les salles de spectacle, etc. etc. Et donc, on a, je pense, construit l'échantillonnage donc, des cas en fait, malades de manière inverse, en se disant, voilà les réponses que je veux, comment est-ce que je vais choisir, effectivement, parmi toutes les réponses que j'ai, celles qui vont permettre de prouver des facteurs de risque qui sont celles allant dans le sens des annonces du gouvernement. Donc voilà pour ce que j'en pense. Donc pour moi, c'est tout à fait clair qu'il y a eu un bidonnage dans ce truc-là. C'est absolument pas une étude scientifique. La science, c'est pas ça du tout. C'est juste en fait que ce qu'il faut savoir, c'est que la CNAM avait envoyé donc sur les cas malades avait envoyé donc 300 000 questionnaires. 300 000, c'est vraiment énorme. Que 30 000 avaient répondu, et que sur les 30 000, donc, on ne sait pas très bien comment, en fait, l'étude Comcor, on a choisi 3 000. Et donc, c'est dans le choix, si vous voulez, de ces 3 000 questions, parmi toutes celles qui ont été effectivement renvoyées, les 30 000 qu'on pouvait effectivement avoir, que, si vous voulez, on se demande vraiment bien comment on a pu choisir effectivement les cas. Et en ce qui me concerne, tant qu'on ne me montrera pas exactement comment a été choisie cette cohorte de cas, et tant qu'il y aura cette incohérence dans la réponse, effectivement, sur la fréquentation des bars, des restaurants, des bars ou des restaurants, eh bien, je resterai suspicieux sur la manière avec laquelle, effectivement, les résultats ont été obtenus. Donc, voilà pour ce qui me concerne du point de vue mathématique, logique, méthodologique, statistique, en fait, s'agissant de cette étude. Fermer les bars et les restaurants sur la base de quelque chose aussi fragile au niveau de la preuve, et annoncer, comme l'a fait Castex, que c'était quelque chose de scientifique, c'est tout simplement une escroquerie intellectuelle. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, et qu'on laisse effectivement une activité économique sinistrée à ce point-là sur des choses aussi faibles, en fait, ne relève absolument pas de la science, relève de la propagande. Ça ne relève pas de la science, d'autant plus que, si vous voulez, quand vous essayez de refaire les calculs, vous n'y arrivez pas, que vous n'avez absolument pas accès aux données, que rien n'est ouvert. En fait, on vous présente les résultats, mais on ne vous dit pas de quel fichier source on est parti. Vous n'avez pas possibilité, vous, de reconstruire ces données-là. Vous n'avez absolument pas accès aux données brutes. Vous ne savez pas comment ont été reconstruites l'accord des cas, l'accord des témoins.
Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est exactement ce que dit la sagesse populaire. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Voilà. Et moi, je vous confirme que dans ce cas-là, ça n'a absolument rien de scientifique, et que vu comment ça a été construit, on peut, si l'on veut, effectivement, manipuler ce genre de choses dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances qui vous ont amené à revoir cette étude et à vérifier les calculs qui y sont présentés? Tout à fait. Alors, en fait, moi, j'ai été cité par la défense de 2 restaurateurs, donc à Biarritz, qui ont été et qui sont d'ailleurs toujours inquiétés par les magistrats du parquet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er février 2021, donc vous le savez peut-être, vous vous en souvenez, il y a eu ce qu'on appelait une journée de désobéissance civile, où en fait, on demandait aux gens d'agir contrairement évidemment aux interdictions. Et là, en fait, dans ce cadre-là, il y a 2 restaurateurs à Biarritz qui avaient décidé de servir a priori à emporter, effectivement. Et puis, en fait, une vingtaine de clients, je crois, arrivant sur leur restaurant, commandent et puis s'installent un petit peu comme ça, sans trop qu'on leur demande. Et puis donc, les restaurateurs à Biarritz vont quand même servir les gens attablés. Sur une dénonciation anonyme, en fait, les forces de l'ordre vont être averties, vont débarquer, vont mettre les 2 restaurateurs en garde à vue, et le procureur de Bayonne, du tribunal de Bayonne, en fait, va s'autosaisir d'une accusation de mise en danger de la vie d'autrui. Bon. Donc heureusement, c'est en disant, puisque les restaurateurs ont servi dans un endroit, on va dire, confiné, des gens qui ne portaient pas le masque, etc., ils les ont mis en danger d'attraper le Covid, et donc le raisonnement était là. Alors, de manière assez incroyable, le tribunal de Bayonne va décider d'un renvoi de l'affaire à 1 mois. C'est-à-dire que les faits étant commis le 1er février, l'audience à juge unique sera décidée pour le 4 mars, ce qui est extrêmement court, effectivement, puisque à peine 1 mois pour vous défendre, trouver un avocat, construire la défense, etc., sachant que les conclusions doivent toujours être rendues avant l'audience, si vous voulez. C'est quelque chose d'extrêmement rapide. Et donc, pour faire face en fait à ces délais très courts, en fait, il y a 3 avocats, donc maître Boudjenan, Paulsen et maître Erangues, qui vont être nommés par la défense, donc pour défendre ces restaurateurs. Et ces 3 avocats vont faire appel à une experte, donc quelqu'un qui est expert judiciaire, donc en toxicologie et en risque, et va faire appel à moi pour me demander ce qu'il en est de ces fameuses études scientifiques comme corps, donc qui a présidé à la décision de fermer les bars et les restaurants. Donc moi, j'arrive dans ce cadre-là. Et c'est dans ce cadre-là que je me mets à détailler un peu l'étude Comcor, donc, puisque c'est la référence majeure qu'a donnée Castex pour justifier sa décision de fermeture. Et donc, je m'intéresse évidemment à la question des bars et des restaurants, comme je vous l'ai dit, et c'est là où je découvre un peu le poteau rose sur, effectivement, les biais dans l'échantillon, les intervalles de confiance, et puis cette manipulation dans la présentation donc, des réponses pour essayer bêtement d'empêcher la reconstruction de l'incohérence. Donc, je montre qu'il y a une incohérence et qu'en plus, on a vraisemblablement cherché à dissimuler cette incohérence, et donc que cette étude est une vaste blague s'agissant de justifier la fermeture des bars et des restaurants. Donc en fait, en 3 semaines, ce qui est un temps record, les avocats, donc avec l'aide de moi-même donc, et de l'experte judiciaire, produisent ces conclusions, et où on apprend en plus qu'au niveau du droit, donc ça a été un très beau travail des avocats, au niveau du droit, de toute façon, la mise en danger de la vie d'autrui ne peut pas s'appliquer en fait sur le Covid. C'était une circulaire de toute façon du ministère de la Justice du 25 mars 2020. Et donc ça, plus effectivement les arguments de fond sur le fait qu'il n'y a jamais eu absolument encore un risque prouvé, donc c'était la partie effectivement sur place de l'expert qui avait été menée, et sur le fait que l'étude était de toute façon manifestement bidonnée, et bien devant ces conclusions implacables qui faisaient que de toute façon le juge n'avait plus d'autre choix, enfin la partie juridique était faite, il n'avait plus d'autre choix que de prononcer non seulement la relaxe des restaurateurs, mais également de commenter le fond de l'étude Comcor, manifestement, sur la base des déclarations de la défense, eh bien, le juge va reculer. Le juge va avoir peur, et donc il va prendre une mesure d'administration judiciaire, et donc va renvoyer la séance qui était prévue le 4 mars, et qui avait été négociée par le parquet et le tribunal de Bayonne. Eh bien, tout d'un coup, devant les conclusions de la défense, le parquet et le tribunal vont reculer et décider du renvoi de l'affaire au 30 novembre. C'est-à-dire que
Donc là, c'est quasiment les calendes grecques, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de débat avant le 30 novembre, et encore, qui sait si ce jour-là, des mesures de restriction particulières feront que l'audience ne sera pas encore déplacée, allez savoir. Et de ce point de vue-là, le juge justifiera, mais dans la presse, hein, puisque les avocats de la partie en fait, accusée vont s'étrangler devant cette décision d'administration judiciaire, parce qu'ils ont très bien compris que en fait, on cherchait à voler la victoire de la défense, en fait. Le juge donc dira lui-même que la raison pour laquelle il prend cette mesure d'administration judiciaire pour renvoyer donc en collégial au 30 novembre, c'est que la décision prise par le juge aurait eu une portée trop importante dans le cadre effectivement des situations actuelles. Dit autrement, manifestement le juge n'avait d'autre choix que de prononcer une relaxe, et ça aurait embêté le gouvernement. Et donc du coup, plutôt que effectivement de prendre ses responsabilités face à l'arbitraire effectivement des décisions de l'exécutif desquelles on ne peut jamais débattre. Donc ça, on va y revenir, je pense, sur effectivement le fonctionnement de l'argument d'autorité scientifique. Et donc le juge voit bien que de toute façon il est fait. Il est pris par les arguments et que, de toute façon, il va être obligé de rendre une décision qui va être contraire en fait, à l'autorité exécutive. Et donc ça, il ne veut pas le faire. Et donc c'est pour ça qu'il renvoie effectivement au 30 novembre. Donc moi, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que je suis intervenu, que j'ai eu à étudier. Et manifestement, donc, ça a mis à mal le tribunal, qui a compris que devant les arguments de la défense, en fait, manifestement, la messe était dite, et qu'il était urgent de repousser en fait, ce débat contradictoire sur les arguments qui ont permis Grand 1 de fermer les bars et les restaurants, ou Grand 2 d'accuser ces restaurateurs de mise en danger de la vie d'autrui, sur ces deux points-là, qui sont des points fondamentaux, majeurs, en fait. Aujourd'hui, la fermeture des bars et des restaurants, eh bien, le tribunal n'avait sans doute pas d'autre choix que de reculer. Ce qu'on peut se dire, c'est que si le juge avait vu qu'il pouvait confirmer la décision d'accusation du procureur, vraisemblablement qu'on n'a pas eu de report en fait jusque-là. Donc voilà le cadre dans lequel j'interviens, et voilà manifestement comment on commence à supputer qu'il puisse y avoir quelque part une forme de collaboration entre la justice et effectivement le pouvoir exécutif. Oui, c'est ça, c'est que finalement, en fait, là, ce que vous nous dites, ça pose la question éventuelle d'une soumission du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, ce qui du coup induit une rupture du principe de séparation des pouvoirs, en fait. Alors tout à fait, c'est vraiment une des grandes hélas, mauvaises surprises de cette épidémie, de la gestion sanitaire de cette épidémie. Bon. C'est l'idée, si vous voulez, que manifestement, on n'est plus dans une séparation des pouvoirs, et l'exécutif, en fait, impose ses volontés au judiciaire, manifestement. Et d'ailleurs, bon, vous savez que la justice est indépendante de l'exécutif, donc le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif quand le judiciaire dit non à l'exécutif. Sinon, bon, vous n'avez jamais aucune preuve, si vous voulez, que bon, ça c'est un fait. Et là, pour l'instant, que ce soit en justice administrative ou en justice judiciaire, donc civile ou pénale, il n'y a quasiment jamais eu, effectivement, de contradiction entre l'exécutif et le judiciaire. Alors, c'est vrai, comme je l'ai dit, donc, comme je viens de le rappeler sur le plan pénal, alors, on n'a pas encore évidemment la décision du 30 novembre. Hein, l'audience aura quand même lieu le 30 novembre. Et le 30 novembre, peut-être que le tribunal retiendra les arguments de la défense et donc sera obligé de se prononcer contre le pouvoir exécutif. Mais également, ce que l'on voit, c'est que, y compris en justice administrative, il y a aussi une collusion évidente, pour ne pas dire une complicité, pour ne pas dire plus une corruption, en fait. La corruption, étymologiquement, étant le fait que deux personnes rompent ensemble un lien moral, si vous voulez, avec un grand principe, ici celui du respect des libertés individuelles. Donc il y a une corruption, à mon avis, de la justice administrative qui elle-même, en fait, refuse effectivement qu'on apporte la moindre contradiction en fait, aux arguments qui sont distillés par le conseil scientifique et sur lesquels s'appuie en général la justice administrative pour retoquer toutes les référés liberté, les référés suspension qui sont mis en place par les citoyens avec l'aide d'avocats, donc sur la question des libertés individuelles, de déplacement, de soins, etc. etc. Bon.
Et là, on a une preuve admirable qui a été produite par l'action de maître Clarisse Sand, en fait, devant le Conseil d'État, donc qui a porté, pour moi-même et puis pour un autre client, en fait, 2 recours en référé suspension contre les mesures, effectivement, qui avaient été mises en place le 29 octobre, donc celle du second confinement, et contre l'avis, en fait, du Conseil scientifique du 8 janvier 2021 qui donnait, si vous voulez, son aval pour la prorogation de l'état d'urgence jusqu'à la fin de 2021. Donc, en fait, maître Clarisse Sand, en fait, va effectivement porter ces 2 décisions-là devant le Conseil d'État en disant « Non, mais écoutez, c'est pas possible. Grand 1, d'abord, sachez que le Conseil scientifique fonctionne de manière illégale dans la mesure où c'est un conseil scientifique et donc, en fait, il est nommé par le président lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré et que c'est une entité donc administrative, du coup, qui a des règles de fonctionnement très strictes, donc définies par le Code de santé publique. Et donc, parmi ces règles de fonctionnement, en fait, on a l'idée que, il doit émettre des avis, bien sûr, mais que ce qui va présider donc, à l'émission de ces avis doit être rendu public. C'est-à-dire que tous les débats, en fait, que ce conseil scientifique doit avoir pour, effectivement, ensuite émettre des avis qui vont engager, évidemment, la nation dans certaines directions ou pas de restriction de liberté, ces débats-là doivent être publics, de sorte qu'ils soient accessibles à tout le monde et que éventuellement, on puisse en contester la nature, la teneur, pour que ce conseil scientifique ne soit pas une espèce de conseil secret, si vous voulez, qui œuvre entre lui et à l'insu de tous pour ensuite asséner des vérités soi-disant scientifiques, quand bien même la science, justement, par principe, fonctionne de manière ouverte et transparente. Donc, maître Sand va demander à la CADA qu'on lui fournisse, en fait, ces traces donc, des débats du conseil scientifique, et la CADA, donc la commission d'accès aux documents administratifs, répondra « Écoutez, moi, j'ai rien à vous donner, tout ce que vous demandez n'existe pas ». Donc, en fait, maître Sand, voyant qu'effectivement, ces documents n'existent pas, voyant que le conseil scientifique, en fait, fonctionne de manière complètement discrétionnaire, du coup, va poser au Conseil d'État la question suivante, mais messieurs les membres du Conseil d'État, quels sont les critères fondamentaux, puisque finalement, on n'y a pas accès, qui permettent de décider qu'on est en état d'urgence ? C'est quoi, en fait, les débats qui ont permis au Conseil scientifique de déclarer l'état d'urgence, effectivement, de dire qu'on était bien en état d'urgence, et de proroger en particulier cet état d'urgence le 8 janvier 2021. Et donc, maître Sand, avec donc, un argumentaire scientifique très étayé, va dire, mais maintenant qu'on a un an de recul, d'ailleurs, en 2021 sur la crise, on ne voit pas pourquoi, statistique à l'appui, on pourrait dire qu'on est dans un état d'urgence. Donc, puisque le conseil scientifique, si vous voulez, ne veut pas lui-même dire comment il prend ses décisions, sur la base de quelles discussions contradictoires, etc., je vous demande de nommer une enquête sur, effectivement, les décisions du conseil scientifique et d'organiser, donc, vous-même un contradictoire sur cette vérité scientifique qui serait, on est dans un état suffisamment grave pour restreindre à un niveau majeur les libertés individuelles. Et donc, en fait, le Conseil d'État va balayer d'un revers de la main la requête très, très étayée et très bien construite de maître Clarisse Sand, en fait, parce que, tout simplement, le Conseil d'État, tout comme vous le voyez, la justice judiciaire de Bayonne, en fait, ne veut pas effectivement s'opposer, ne veut pas qu'il y ait de contradictoire qui soit effectivement mise en place contre les arguments du conseil scientifique et contre les vérités du coup du conseil scientifique qui deviennent des dogmes en fait, qui ne sont jamais discutés devant aucun tribunal et devant aucune communauté scientifique. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, il y a des vérités qui sont assénées par des gens qui sûrement sont eux-mêmes ont des titres scientifiques, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il ne suffit pas d'avoir un titre scientifique pour faire un travail scientifique. Si vous voulez, le travail scientifique, il va être surtout caractérisable par le fait qu'il est ouvert, qu'il est reproductible, qu'il est transparent et qu'il est ouvert à la confrontation et que chacun puisse y avoir accès. C'est exactement l'inverse du fonctionnement du conseil scientifique qui devient un conseil dogmatique, en fait, où des gens énoncent des vérités sans jamais que vous puissiez en fait, les contester et ces vérités deviennent la référence absolue, en particulier pour la justice, de sorte que quand ensuite vous veniez devant la justice contester les mesures de restriction de liberté qui sont effectivement imposées, on vous dit non, vous ne pouvez pas, puisque le conseil scientifique a dit que, ah oui, mais d'où part ce conseil scientifique et pourquoi on n'arrive jamais à le contester? Et en fait, on voit très bien qu'aujourd'hui, la justice s'érige en rempart contre la contradiction, en fait, et donc, en fait, réalise une espèce de cordon sanitaire
autour du conseil scientifique. Et donc, les médias donnent assez peu la parole aux scientifiques critiques. Et quand vous le faites, vous êtes taxé de complotisme, etc. Quand même vous-même, vous avez des titres universitaires que vous, justement, vous étayez très largement vos affirmations, etc. Donc, les médias, dans l'ensemble, alors, heureusement, non pas vous, hein, bien sûr, puisque vous me donnez la parole aujourd'hui. Il y a certains, heureusement, médias qui permettent encore la diffusion d'une parole libre et critique, mais ils sont très peu nombreux. Et donc, les médias dominants, dans l'ensemble, vont inviter M. Fontanet, effectivement, parler de son étude, etc., mais ne donneront pas la parole, effectivement, aux gens qui vont critiquer ça. Et puis, donc, la justice ne permet pas non plus le débat scientifique. Donc, si vous voulez, tout ce qui normalement est de l'ordre du contre-pouvoir, puisque les médias sont un contre-pouvoir et la justice est intrinsèquement, par la séparation des pouvoirs, un contre-pouvoir, eh bien, tout cela, en fait, fonctionne de concert, en collusion, de sorte que, en fait, vous ne puissiez pas faire entendre une parole effectivement dissidente, ni même dans le champ médiatique, ni même dans le champ effectivement scientifique, et dans le champ universitaire, ça devient effectivement de plus en plus compliqué, puisque les universitaires critiques ont tendance de plus en plus à être poursuivis, à être un petit peu bâillonnés, si vous voulez. Je rappellerai à ce titre, alors ça ne touche pas les universitaires, mais les médecins, la loi du 22 décembre, effectivement, le décret du 22 décembre 2020, qui disait que, alors c'est très drôle parce que ça dit aux médecins, vous n'avez pas le droit de parler de tel ou tel médicament s'il n'a pas été scientifiquement prouvé. Et à l'inverse, quand on impose comme médicament, entre guillemets, la fermeture des bars et des restaurants pour, soi-disant, éviter la propagation de l'épidémie, c'est absolument pas quelque chose de scientifique. Et c'est même quelque chose de bidonné, de grossièrement bidonné, et pourtant, ça va s'imposer sur le passé comme une parole scientifique. Donc, si vous voulez, tout est perverti à tous les niveaux. La science doit être aussi un contre-pouvoir. Je rappelle qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel de 1984 qui dit que dans l'exercice de leurs fonctions, les enseignants-chercheurs non seulement peuvent apporter une parole critique effectivement aux décisions prises par le gouvernement, mais doivent apporter cette parole critique. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, il n'y a aucun espace pour cela. Et du coup, qu'est-ce que ça dit pour vous de notre société, finalement, tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de glisser doucement vers une forme de totalitarisme, alors peut-être qu'on pourrait qualifier de plus ou moins mou, puisque ça ne ressemble pas à ce qu'on a pu connaître au XXe siècle. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je suis convaincu qu'on a des traits caractéristiques du totalitarisme, en particulier on le voit dans les épisodes de liberté d'expression et dans le fait qu'on a tout d'un coup effectivement des pouvoirs séparés qui tout d'un coup deviennent tous à l'ordre de l'exécutif, si vous voulez. Alors ça se fait à la fois par des mécanismes de corruption, je pense, en particulier dans la presse. Vous avez effectivement des gens qui sont assez inféodés au pouvoir, qui tiennent effectivement, le monde diplomatique régulièrement rappelle que s'agissant de l'ensemble de la presse en France, il n'y a que quelques milliardaires finalement qui détiennent tout ça, et que ces milliardaires ont quand même pas mal de liens d'intérêt avec le pouvoir exécutif qui, à son tour, des liens d'intérêt avec ces personnes qui détiennent la presse. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, il y a une convergence des intérêts. Et donc au mépris de la séparation des pouvoirs. Donc ça, c'est la première chose. Alors, plus surprenant, c'est effectivement la collaboration de la justice, effectivement, avec l'exécutif. Alors, ça met en lumière, par exemple, que de toute façon, la justice administrative a toujours été plus ou moins une justice sous influence, et les conseillers d'État sont nommés de manière plus ou moins politique, donc c'est un peu ça l'idée. Et de toute façon, le problème, c'est que comme toutes les dictatures arrive toujours par la voie administrative, parce que c'est celle-là, en fait, aujourd'hui, qui est effectivement celle capable, en particulier, quand vous êtes enseignant-chercheur pour moi, d'essayer de vous faire taire par des mesures disciplinaires. Donc, on le voit aussi chez les enseignants, on le voit effectivement aussi dans la fonction publique en général. Donc là, effectivement, si la justice administrative ne veille pas aux libertés, l'administration, par simple effet de hiérarchie, si vous voulez, le pouvoir de menacer tout le monde. Et une fois que vous menacez tout le monde, évidemment, tout le monde devient obéissant, même à l'absurde. Et les manières, si vous voulez, de vous défendre sont très difficiles parce que même quand vous voulez vous défendre contre l'administration, vous avez besoin d'un avocat. Un avocat, c'est cher, effectivement, tout le monde n'a pas les moyens d'en avoir un. Et donc, même si, effectivement, vous avez des textes pour vous, de toute façon, vous n'avez pas accès aux principes basiques de défense avec un avocat. Et de toute façon, quand vous le faites, vous avez des juges qui vont, quasiment par des choses qui ressemblent à des escroqueries au jugement, en fait, donner raison à l'État. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, on a quand même beaucoup de signes qui sont effectivement
des signes qu'on dérive vers effectivement un État totalitaire où ça commence par la liberté d'expression, ça commence par le mélange des pouvoirs. On le voit très très bien à l'œuvre ici. En ce qui me concerne, par exemple, donc moi j'ai été suspendu par ma hiérarchie en fait parce que j'ai refusé de porter le masque devant les étudiants donc le jour de la rentrée le 9 septembre 2020. Et donc en fait on m'a suspendu mais de manière complètement illégale dans la forme d'abord. C'est-à-dire qu'en fait on ne respecte même plus les règles. La norme, hélas, s'efface, donc la norme qui est la loi, tout simplement, s'efface au profit de la décision administrative. Et du coup, de toute façon, on a tous les pouvoirs sur vous. Hein, on vous ferme de toute façon la porte à clé. Hein, c'est ce qu'on a fait pour moi. On a fermé la porte à clé des cours où je devais enseigner, sans me demander mon avis. C'est parfaitement interdit par les textes, mais c'est tout simplement la force brutale qui va s'imposer. C'est-à-dire que vous avez donc, ce que disait Agamben, c'est que dans les États totalitaires, vous avez à la fois une loi sans force et simultanément une force sans loi. Et c'est exactement ça, en fait, qu'on voit, c'est-à-dire que les décisions administratives sont prises par les plus forts, ceux qui ont le moyen de vous fermer les portes au nez, ceux qui ont le moyen de vous suspendre, d'arrêter de vous payer s'il faut. Alors, je vous rassure, c'est pas mon cas. Mais tout ça, en fait, c'est fait de manière totalement arbitraire, sans respecter une quelconque loi. Et quand vous arrivez en disant, mais attendez, il y a une loi qui me défend, en fait, eh bien, ça n'a aucune force opérative, puisque, en fait, derrière, c'est ceux qui ont les clés, tout simplement, qui ont fermé le portail. Et puis, si vous n'êtes pas content, vous allez voir un juge. Et puis, si vous n'êtes pas content du juge, vous allez voir un autre juge. Et puis, si vous n'êtes pas content, vous remontez à la CEDH. Et peut-être que dans 15 ans, vous aurez raison avec la CEDH, mais en attendant, de fait, vous êtes exactement dans cette situation-là. Donc, cette idée qu'il y a d'un côté une loi sans force, donc qui, normalement, de toute façon, essaie de la Constitution protégeant les citoyens contre l'arbitraire du pouvoir, et qu'en face, vous avez une force sans loi, c'est l'organisation du pouvoir exécutif, administratif, avec derrière eh bien, une collaboration des juges. Ça, c'est caractéristique d'un État totalitaire. De ce point de vue-là, on peut dire, sur la base de toutes les décisions rendues par la justice en particulier et de toute la propagande, moi je vais le dire, la propagande qui est faite par certains médias, on est exactement dans un État totalitaire. Donc il appartient encore aujourd'hui à des voies de résister, même si c'est de plus en plus dur. Donc les universitaires sont structurellement, normalement, des gens qui ont le devoir de résister à l'imposition d'un État totalitaire, en particulier quand cet État se revendique de la science. Parce que les exemples, aussi bien d'ailleurs nazis que soviétiques, c'était des exemples où on disait que c'était la science qui, effectivement, imposait les décisions. Et pour cette raison-là, personne ne pouvait s'y opposer. Parce que la science étant la vérité, on ne peut pas s'opposer à la vérité, si vous voulez. Et donc, toute contestation de ce fait est punissable comme, effectivement, le fait de refuser de voir la vérité. Donc, évidemment, aussi bien chez les soviétiques, s'agissant d'une vérité économique, que chez les nazis, s'agissant d'une vérité biologique, parce qu'en gros, c'était à peu près les deux, effectivement, formes de vérité qu'on voulait imposer de manière dogmatique, effectivement, aux populations. Eh bien, effectivement, il y a des gens qui ont collaboré, aussi bien au niveau de la justice que, hélas, du point de vue universitaire. C'est-à-dire que les dictatures ne peuvent pas non plus fonctionner si tous les universitaires, en fait, prennent position en disant « Non, mais attendez, vous ne pouvez pas confisquer la démocratie au nom de la science, d'abord parce que, de toute façon, par principe, c'est pas possible, mais en plus parce que, dans les faits, la soi-disant science que vous mettez en avant n'en est pas une. Il n'y avait pas plus de science du gène arien qu'il y avait de science, effectivement, de l'économie planifiable qui, par principe, produisait une société meilleure pour l'individu. Donc, si vous voulez, les universitaires, hélas, tout comme la justice et les médias, dans l'ensemble, collaborent. Alors, une collaboration active, je pense, par les membres du conseil scientifique. Et quand vous regardez d'ailleurs la composition du conseil scientifique, il y a très peu de scientifiques. Il y a des médecins, mais qui ne sont pas des scientifiques à part entière. C'est des praticiens d'abord, qui ont besoin de connaissances, certes, mais comme le garagiste. Le garagiste aussi, il a besoin de connaissances en mécanique pour réparer une voiture. Et pourtant, on ne dira pas que c'est un scientifique. Donc, c'est plutôt des artisans au sens platonicien du terme, disons. Même si, bien sûr, il faut un très haut niveau de connaissance, la question n'est pas là. Et donc, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des sociologues. Et puis, il y a le plus scientifique, entre guillemets, pour être monsieur Cauchemez. Mais bon, hélas, quand vous lisez ces productions, elles sont d'un niveau aussi pathétique que lamentable. Du point de vue mathématique, c'est quelqu'un qui a à peine le niveau du bac, en fait, quand vous regardez bien ce qui se passe. Et donc, c'est ce type-là qui, par des prédictions, soi-disant par des calculs qui sont totalement faux, en fait, va imposer un dogme qui est celui qui l'arrange. Il fait de la science, en fait, si vous voulez, son petit jardin. Le président Macron, en fait, en nommant un conseil scientifique,
ne fait pas fonctionner des scientifiques, parce que cela, ils fonctionnaient déjà avant. Si votre but, c'est vraiment d'aller interroger des scientifiques, il n'y a pas besoin de nommer de conseil scientifique. Vous allez les voir effectivement dans leur labo, vous leur dites tous, bien, écoutez, maintenant faites un effort, il faut que vous orientez un peu plus votre recherche sur les modèles épidémiologiques, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse, et vous n'avez pas besoin de nommer de conseil scientifique. Et donc, le seul intérêt du conseil scientifique, c'est d'avoir ensuite une référence, effectivement, à la fois juridique et à la fois médiatique pour dire, voilà ce qu'est la vérité. Et donc ça, c'est justement le déni de la science. Donc, le fait de nommer un conseil scientifique est par principe le déni de la science. Et dans ce conseil scientifique, vous avez le pouvoir à quelques personnes de fonctionner dans le secret et dire de manière dogmatique, sans contradiction, ce qu'eux entendaient être la science entre guillemets, qui est toujours démentie par les faits. Il n'y a aucune prédiction, décision du conseil scientifique qui ait été vérifiée effectivement par la réalité. Et donc, ce qui fait qu'on a un fonctionnement complètement en boucle. Donc oui, tous les contre-pouvoirs, effectivement, sont complètement aujourd'hui morts. Et il y a des gens qui collaborent à ça parce qu'en fait, ils ont peur, tout simplement. S'opposer, c'est prendre des risques. Parce que quand vous êtes comme moi, vous êtes soumis à un conseil disciplinaire aujourd'hui, et puis il y a le risque qu'on vous dise, monsieur, on ne veut plus de vous à l'université parce que en fait, vous avez eu une parole un peu trop critique. Alors ce ne sera pas dit comme ça, mais ça reviendra à ça. Et donc c'est là-dessus qu'il faut absolument se battre bec et ongle. Alors est-ce que pour vous, on peut parler d'une forme de faillite de la parole scientifique, puisque depuis le début de cette crise, en fait, on constate que de nombreux médecins et scientifiques ne sont pas d'accord. Alors oui, complètement. Si vous voulez, la science, ce n'est pas juste des connaissances, mais c'est aussi la méthode avec laquelle ces connaissances ont été obtenues. Et le grand principe de la science, c'est que tout doit être transparent, tout doit être ouvert, tout doit être discutable, et que quand vous prenez la responsabilité de publier un article scientifique, vous prenez aussi la responsabilité de vous exposer aux critiques. Vous devez vous imposer la discussion avec ceux qui ne sont pas d'accord. Vous devez, en fait, sur la base d'une communauté en fait, de connaissances un peu partagées, eh bien, construire effectivement votre discours, et vous ne pouvez pas faire autrement. Et de ce point de vue-là, donc, ce que j'ai rappelé du fonctionnement du conseil scientifique par le fait qu'il y avait une absence de publicité des débats, par le fait que moi j'ai essayé de contacter M. Cauchemès, par exemple, pour lui dire écoutez, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous écrivez, etc., etc. J'ai jamais eu aucune réponse, si vous voulez. Il n'y a aucun débat, aucune transparence de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui fonctionnent un peu comme Lysenko. Voilà, ils disent pour eux ce qu'est la science, et puis si vous n'êtes pas d'accord, ils font en sorte que vous soyez envoyé au goulag. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, il n'y a pas de science au conseil scientifique. Non pas parce qu'il n'y aurait pas des gens intelligents, c'est pas ça. C'est simplement parce que le fonctionnement même est en dehors de toutes les règles du fonctionnement scientifique. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, il y a une confiscation de la science par le pouvoir exécutif qui a nommé ce conseil-là pour pouvoir simplement avoir la possibilité de dire moi, je dis que la vérité, c'est ça, et circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, il y a un total détournement, effectivement, de la pensée scientifique même, de la méthode scientifique même, pour essayer d'imposer une parole dogmatique, en fait. Donc, c'est une perversion totale. Et effectivement, là, on peut dire que les gens qui jouent ce jeu-là au conseil scientifique, qui refusent d'ouvrir leurs débats, leurs conclusions, etc., sont des gens, en fait, qui ne sont pas des scientifiques, tout simplement parce qu'ils refusent, en fait, la méthode scientifique. Donc là, c'est très, très clair et c'est extrêmement grave parce que ça fait perdre, effectivement, la foi en la science, si vous voulez, ou l'intérêt en la science, l'intérêt en la valeur de la science, puisque moi, quand je vais me présenter bientôt devant mes étudiants, prochainement, je l'espère, en disant moi, je suis un mathématicien qui fait de la modélisation, et donc je vais pouvoir vous raconter beaucoup de choses sur les modèles de Covid que j'ai par ailleurs bien disséqués. Si vous voulez, on me dira non, mais bon, on s'en moque de ce que vous nous dites, parce que de toute façon, la science telle qu'elle nous a été imposée par le conseil scientifique, de toute façon, on a bien vu que c'est n'importe quoi, parce que, vous savez, vous ne pouvez pas mentir comme ça aux gens, même si vous leur dites que c'est scientifique, etc. Je pense que la vérité est quelque chose, donc du point de vue phénoménologique, de la philosophie phénoménologique, en fait, la vérité doit être quelque chose qui est vécu par l'expérience. Et donc, sinon, c'est qu'un discours, un verbage sans un discours verbieux sans intérêt, si vous voulez. Et par conséquent, de ce point de vue-là, je pense que chacun ressent aujourd'hui le décalage profond qu'il existe entre une espèce de parole officielle scientifique et les faits tels qu'on est à les vivre. Si vous voulez, qui font qu'on sent bien qu'il y a une contradiction. Donc, dans la suite, de toute façon, de la formation scientifique, je pense qu'il y a une grave crise de confiance qui va s'installer.
Et c'est extrêmement grave, effectivement, d'installer cette disruption, si vous voulez, dans le lien de confiance à la science. Donc, moi, je suis extrêmement inquiet, et je suis d'autant plus inquiet que je trouve que mes collègues enseignants, chercheurs, en particulier les mathématiciens, modélisateurs, qui auraient la possibilité d'étudier dans le détail les modèles de Ferguson en particulier, hein, qui au printemps ont fait des prédictions apocalyptiques, ou qui aujourd'hui pourraient discuter des prédictions sur les R0, sur effectivement le confinement qui protégerait, etc. Moi, je suis un petit peu désolé que ces personnes-là ne prennent pas la responsabilité, puisque c'est la leur, eh bien, d'aller un petit peu plus en détail dans l'étude soi-disant scientifique de ce qui est présenté, pour dire, bah, écoutez, non, moi je suis mathématicien, moi je suis informaticien, moi je suis etc. Vos programmes ils marchent pas, vos modèles ils marchent pas, les méthodes mathématiques sont pas bonnes, et donc tout ce que vous dites a très peu de valeur finalement. Donc je suis effectivement assez inquiet de ce point de vue-là. La science n'en sortira pas indemne, et donc il est important qu'il y ait des scientifiques dont je pense faire partie, qui disent non, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça, parce que structurellement, ce n'est pas comme ça. Et en plus, moi, j'ai des résultats à vous opposer, donc je voudrais bien que vous m'écoutiez un petit peu et que vous en preniez compte. On voit que ce sujet de la crise sanitaire a cristallisé pas mal de tensions dans la société, du fait notamment de ces discours contradictoires de la part des professionnels de santé. Il y a un climat anxiogène qui semble s'être installé. Beaucoup de Français sont perdus, ont du mal à s'y retrouver. On a aussi vraiment des fractures entre ceux, par exemple, qui sont pro ou anti-Raoult, les pro-hydroxychloroquine, les anti, ceux qui sont favorables au vaccin et ceux qui ne le sont pas, ceux qui voudraient la mise en place d'un certificat sanitaire pour accélérer la réouverture des établissements accueillant du public, ceux qui y sont opposés. En fait, comment vous voyez les choses si la crise sanitaire se poursuit encore plusieurs mois? Est-ce qu'il y a un risque que les fractures et les divisions s'accentuent, voire qu'on évolue vers une forme peut-être de chaos social? Moi, je pense qu'il y a des gens qui se sont lourdement compromis dans le mensonge, le pouvoir exécutif, et tous ceux qui l'ont suivi, qui ont voulu lui donner une assise effectivement légitime du point de vue de la médecine, de la science, etc. Et ces gens-là ne peuvent plus en fait revenir en arrière dans leur manière de voir les choses, parce que si vous voulez, s'ils revenaient en arrière, ce serait pour eux quelque chose de très très douloureux, parce qu'ils se rendraient compte que d'abord ils se sont complètement, ils ont failli totalement dans leurs paroles, alors qu'ils étaient censés être des sachants, effectivement, tout à fait prudents, tout à fait mesurés, première chose. Et que deuxième chose, effectivement, eh bien, tous ces sacrifices du coup qu'ils ont imposés à la population et qu'ils vont continuer à imposer sont tellement violents que, si vous voulez, ils sont responsables eux-mêmes d'une souffrance et d'une misère qu'ils ont répandu, qui est absolument incommensurable. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, ce qui est extrêmement grave pour moi, c'est que les choses sont allées beaucoup trop loin, et que les gens qui ont été compromis en fait dans la justification des décisions liberticides et sans doute mortifères qui ont été prises, eh bien, ces gens-là ne peuvent plus faire face en fait, eh bien, à leurs responsabilités, parce que ça voudrait dire que c'est beaucoup trop violent pour eux. Ils y perdraient peut-être leur âme, peut-être leur psychisme, peut-être leur propre estime. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour eux. Donc, du coup, la logique, c'est devenu un peu quand même une logique paranoïaque, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Et tout ce qui n'est pas avec moi m'agresse, parce que ça m'agresse dans l'identité, dans l'image que je me fais de moi-même. Et du coup, quand ce genre de paranoïa se développe un peu de manière contagieuse dans toute la société, si vous voulez, vous arrivez à une logique qui est celle de la logique de la guerre civile, en fait, qui est effectivement une société complètement scindée, irréconciliable, dans laquelle la lutte pour la vérité est une lutte à mort, en fait, effectivement. Et c'est exactement, on voit ce qui se passe hein, dans le monde de la médecine. Alors, dans le monde de la médecine, moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Et c'est pour ça que Raoult est irréconciliable avec une bonne partie, en particulier avec le Conseil de l'Ordre, je pense, c'est qu'il y a une partie de ce qu'on appelle les biocrates, les médecins biocrates, c'est ceux, au fond, qui veulent le pouvoir. Qui veulent le pouvoir, donc qui veulent être dans les commissions, qui veulent le pouvoir, en fait, politique, au nom de leur connaissance sur le biologique. C'est-à-dire qu'en période de pandémie, ils disent moi j'ai des connaissances sur le vivant, et c'est grâce à mes connaissances sur le vivant que je vais vous dire comment organiser la société. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de soigner les gens, c'est effectivement, du coup, d'avoir le pouvoir et de leur dire comment se comporter de manière, si vous voulez, à ce que le corps biologique, en gros, soit préservé. Bon. Puis de l'autre côté, vous avez les médecins qui soignent.
Et ceux-là, ils ne veulent pas le pouvoir, ils veulent juste soigner les gens. Et en fait, les médecins biocrates veulent faire du corps une chose publique, qui soit gérée effectivement par un pouvoir centralisé administratif, et les médecins veulent soigner, veulent le faire dans un cadre privé, en disant la relation de soins est une relation privée entre un patient et son médecin. Alors, il faut qu'il y ait garanti que le médecin ne soit pas un charlatan, évidemment, mais en dehors de ça, effectivement, c'est une relation de confiance, c'est une relation effectivement intime, en fait, qui n'a pas lieu d'être publique, et il faut qu'il y ait une liberté de prescrire. Laissons le médecin prescrire, il faut qu'il y ait une liberté de prescription, dans un cadre éthique, bien entendu, mais une liberté de prescription parce que le corps des individus appartient aux individus et n'appartient pas, en fait, eh bien, au pouvoir central. Et donc, en fait, cette fracture entre les médecins qui ont choisi le côté biocrate, c'est-à-dire soutenons le fait que le corps, maintenant, est géré de manière centralisée par l'État et les médecins qui sont dans le soin, en fait, cette tendance-là, elle est parfaitement irréconciliable et donc, en fait, elle est dans une vision diamétralement opposée du savoir médical, entre ceux qui veulent utiliser leur savoir médical pour confisquer l'organisation sociale selon, effectivement, leur propre volonté de mettre un peu tout le monde en ordre de marche selon, effectivement, leur propre désir, et puis, donc, les médecins qui veulent soigner. Donc, il y a effectivement cette différence qui est absolument irréconciliable. Et le Conseil de l'ordre est du côté de la biocratie, et Raoult, c'est du côté des médecins. En gros, c'est comme ça, en tout cas, que je l'analyse. Et ces deux logiques sont complètement irréconciliables, d'autant plus que les biocrates, donc, qui utilisent aujourd'hui ce qu'on appelle des NPI, des Non-Pharmaceutical Interventions, c'est-à-dire des mesures d'intervention non médicamentées, en fait, eh bien, ceux-là, au fond, refusent le soin et donc n'opposent, en fait, effectivement, à la pandémie que des mesures de distanciation sociale, que des mesures, effectivement, de confinement, etc. Et maintenant, le vaccin, si vous voulez, parce qu'ils sont toujours dans la même logique de dire que le soin n'existe pas s'agissant de cette maladie, et donc les médecins n'ont pas la possibilité d'agir de manière privée dans ce cadre-là. Donc c'est une logique irréconciliable, l'une qui parle de liberté, de soins, effectivement, de relations privées s'agissant du corps, et l'autre qui parle effectivement eh bien de soumission, de diktat, en fait, de règles qu'on doit respecter, porter un masque, distanciation sociale, sortez pas après 19h, soyez confinés, surtout ne prenez pas de chloroquine ou d'ivermectine, etc. Et qui est par nature totalitaire. Et le problème, c'est que, vous savez ce qu'avait dit Arendt sur le nazisme, on a vaincu le nazisme par les armes et pas par les idées. Si vous voulez, ça voulait dire aussi que de toute façon, il n'y avait pas de manière de raisonner, effectivement, les gens qui avaient eh bien, choisi la dictature nazie. Et là, le problème, c'est que je ne vois pas comment on va raisonner les biocrates et ceux qui ont fait le choix de l'interdiction des soins par rapport à ceux qui l'ont plébiscité. Et on va demander à la population de choisir entre deux camps, c'est ce qu'on fait déjà, entre les complotistes et les non-complotistes, effectivement. Et le complotisme, en fait, c'est une manière, si vous voulez, de catégoriser la population en deux, qu'on va décliner entre les vaccinés et les non-vaccinés, etc. Donc, on est vraiment dans une logique de séparation binaire irréconciliable, et où, en fait, ceux qui sont aujourd'hui du côté, on va dire, du soin, du côté, effectivement, de la parole critique, eh bien, vont être tout simplement éliminés d'une manière ou d'une autre. D'abord, éliminés de manière sociale, et puis, s'il le faut, on va être un peu plus méchant encore avec eux. La logique du passeport vaccinal, c'est de dire, si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, avec sa stratégie effectivement de soins, et que vous refusez de vous faire vacciner, vous n'aurez plus de droits comme les autres. Et donc, vous serez mis effectivement au banc de la société. Donc, je suis extrêmement pessimiste parce que c'est une logique. Alors, j'espère qu'elle pourra quand même se résoudre par les urnes en 2022. J'espère qu'en 2022, puisque maintenant c'est l'échéance, à mon avis, la plus raisonnable pour essayer de sortir de cette crise-là, eh bien, pourra émerger un candidat, si vous voulez, qui a parfaitement compris la manière avec laquelle cette crise sanitaire est arrivée, et capable de comprendre pourquoi, comment les outils démocratiques qui étaient censés nous protéger ne nous ont pas protégés, et du coup, capable de reproposer un mode d'organisation où on puisse éviter ce genre, effectivement, de situation dictatoriale. Donc, je pense que c'est la seule manière pacifique, si vous voulez, d'arriver à avoir un changement radical de cap, mais et à faire en sorte que, eh bien, une nouvelle majorité politique, en fait, émerge. Mais sans cela, ce sera une logique de terreur qui va
qui va s'imposer, et elle est parfaitement décrite par l'histoire, parfaitement décrite par la philosophie et parfaitement décrite par la psychologie. C'est-à-dire qu'on n'a aucun doute sur les connaissances s'agissant de l'arrivée progressive des dictatures. Les dictatures et des guerres civiles, ça a de nombreux exemples dans l'histoire, y compris l'histoire du XXe siècle. Il y a de nombreux pays où ça a existé, où ça existe encore. C'est des cycles, si vous voulez, un peu historiques. Et hélas, il n'y a aucune raison qu'ils ne se reproduisent pas à nouveau. Merci Vincent Pavant. Merci à vous. Merci beaucoup.